Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau en 2025 et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie d'avenir Nadvise. Mon rôle, aider les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à renforcer durablement leur leadership grâce à l'innovation en modèle d'affaires. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, à ce micro, pour ce 5e épisode de Capital Social, j'ai l'immense plaisir de recevoir Claire Schwartz, responsable de l'engagement et manager de la mission chez Château Forme. Diplômée de Neoma Business School et spécialisée en RSE, elle pilote la stratégie de durabilité du groupe et accompagne la transformation de Château Forme qui, je le rappelle, est société à mission depuis 2023. Elle est également à l'origine de projets innovants comme la maison régénérative de Ronqueux, on aura l'occasion de revenir dessus, et promeut un modèle de gouvernance participative inspiré de la pyramide inversée, un modèle de management où les dirigeants sont au service des équipes opérationnelles afin de leur donner les moyens d'agir de manière autonome et responsable. Conférencière et formatrice, elle milite pour une entreprise plus humaniste et plus régénérative. Claire, bonjour et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie. Alors Claire, vous le savez, Capital Social, c'est le podcast qui décrypte les business models du futur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour nos auditrices et auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, j'adorerais qu'on prenne un petit peu plus de temps pour parler de la démarche RSE de Château Forme. Claire, est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette démarche ? Comment elle naît ? Quand est-ce qu'elle naît ? Et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors oui, la démarche RSE de Château Forme, elle est née en 2019, ce qui est relativement récent. Mais elle s'appuyait sur un ADN humaniste qui est présent dans l'entreprise depuis sa création en 96. Et finalement, ce terreau humaniste, on va dire que c'était un très très bon terreau pour justement démarrer et formaliser une politique RSE. Donc au départ, en 2018-2019, on s'est intéressé à la norme ISO 20121, qui est la norme RSE de l'événementiel, notre secteur d'activité, et on s'est vraiment appuyé sur cette norme pour structurer la démarche. Donc la première année a consisté à faire l'analyse de matérialité, définir une politique RSE donc pour le groupe, décliner le plan d'action associé à cette politique RSE, et puis onboarder les équipes sur le sujet. Donc la première année, ça a été vraiment aussi pour moi le besoin de m'appuyer sur la culture d'entreprise parce que on a une culture particulière, on y reviendra certainement, et donc voir comment s'appuyer sur les personnes motivées et planter un petit peu des graines de RSE un peu partout. Et donc à la fin de l'année 2019, on obtient la certification ISO 20121 et là, on est prêt à continuer à déployer et évidemment, le Covid arrive et on est stoppé dans notre élan. Donc, arrêt net de l'activité, tout le monde quasiment en activité partielle, les maisons fermées, forcément. Et on a profité de cette période pour former les gens. Je pense qu'il y a eu aussi une tendance globale où on se questionnait pas mal sur le sens des choses, etc. Donc finalement, les graines qu'on avait plantées la première année ont germé, on va dire, sans forcément faire grand-chose, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et puis, bon, voilà, on s'en est sorti, le Covid est passé, et finalement, l'entreprise était toujours debout,
malgré la difficulté qu'on avait endurée. Et on s'est rendu compte que c'était lié énormément à notre culture humaniste qui avait résisté. Et donc, à ce moment-là, en sortant du Covid, on se dit, bon, notre modèle humaniste, il fonctionne. La RSE, finalement, ça ne s'est pas éteint malgré l'arrêt d'activité. Et donc, c'est là qu'on décide d'entamer le chemin pour devenir société à mission en 2022. Donc, toute l'année 2022 a consisté à travailler sur notre raison d'être, sur des objectifs associés, définir un modèle de mission. Et donc, en décembre 2022, le 25 décembre, c'était le cadeau de Noël. On est devenu société à mission. Et voilà. Et donc, la RSE, à ce moment-là, s'est intégrée dans notre mission, puisque un de nos objectifs statutaires est directement lié à la RSE. Et il y en a même 2 sur 3 qui sont du registre de la RSE. Et alors, au quotidien, maintenant que vous êtes société à mission, ça change quoi concrètement dans vos décisions stratégiques d'être société à mission ? Alors, en fait, le fait d'être devenu société à mission, ça change, c'est un peu un changement de mindset. Alors déjà, étant donné qu'on a inscrit dans nos statuts une raison d'être et des objectifs à atteindre, ça nous oblige déjà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ça nous fait changer de mindset dans le sens où l'idée, c'est plus simplement comment faire moins mal, entre guillemets, business as usual, mais moins mal, mais plutôt penser à la maximisation de nos impacts positifs. D'accord. Donc pour ça, on a défini des outils, notamment la roue de l'impact. Donc on pense à travers les différents impacts recherchés. Donc, chacune de nos décisions doit servir au moins l'un des impacts recherchés par notre mission. On a aussi une boussole de prise de décision. Et puis, on a le comité de mission comme garde-fou aussi pour nos décisions. D'accord. La roue de l'impact, vous êtes dans toutes les dimensions de l'impact, c'est-à-dire environnemental, social, sociétal, économique, j'imagine aussi, mais tout impact, l'impact entendu comme au sens large. La roue de l'impact, c'est l'ensemble des impacts recherchés par nos objectifs statutaires. Donc, on a 3 objectifs. C'est cultiver notre modèle humaniste. Donc là, on va avoir des impacts liés à nos talents. Donc, des talents épanouis, des talents qui grandissent et qui se révèlent, des talents reconnus dans leur singularité, des talents ambassadeurs de notre modèle. On a un deuxième objectif statutaire qui est inspirer nos clients autant qu'ils nous inspirent. Donc là, les impacts recherchés, ça va être sur l'écoute de la voix de nos clients et aussi la manière justement dont on peut concrétiser notre démarche d'influence et diffuser notre chaleur ajoutée, qui fait partie de c'est notre raison d'être. Et puis le 3e objectif, qui est créer des rencontres respectueuses des hommes, des territoires et du vivant. Là, on est purement dans de la RSE avec des impacts environnementaux et d'ancrage local. Voilà. D'accord. Alors, vous venez de parler de chaleur ajoutée et vous avez parlé également de modèle humaniste. Vous êtes très attaché à ce modèle et c'est ce qui a fait que la petite graine a germé, entre autres, c'est ce que vous avez expliqué précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie en pratique pour vos collaborateurs et vos clients ? Oui. Alors, le modèle humaniste, en quoi ça consiste ? D'où ça part ? L'idée, c'est de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et nos dirigeants, la famille Habitant, donc Daniel et Benjamin, disent « l'entreprise doit servir les humains plutôt que de se servir d'eux ». Donc c'est vraiment cette philosophie et l'idée c'est que l'entreprise, et ça c'est vraiment la croyance profonde de Châteauforme, c'est que l'entreprise c'est un lieu d'émancipation finalement, où chacun doit pouvoir révéler sa singularité, son plein potentiel, son talent. C'est pour ça qu'on a ça dans notre raison d'être, insuffler de la chaleur ajoutée pour permettre aux équipes de révéler leur talent. Et puis, du coup, ça passe par une grande liberté, par de l'autonomie, par le fait d'accorder la confiance a priori. Et concrètement, finalement, notre culture humaniste, elle se découpe en 3 axes, on va dire. Une organisation en pyramide inversée qui fait que finalement le patron, c'est le client. Et donc les équipes ont pleine autonomie pour satisfaire le client. Et les fonctions support sont en dessous des équipes terrain au service justement du client. Et la direction est là pour donner le cap et donner les moyens aux équipes de révéler leur plein potentiel au service du client. Le deuxième axe, c'est les valeurs fondamentales. On a 6 valeurs fondamentales qui sont notre cadre et qui nous guident en fait au quotidien. Et un management par les valeurs. Donc, à partir du moment où on a des valeurs communes, on peut manager par les valeurs et non par les règles. C'est-à-dire qu'on a ce cadre commun qui permet l'autonomie. D'accord. Donc ça, c'est pour nos talents, la manière dont ça s'exprime.
Je reviens volontairement sur ce que vous disiez. Vous dites, on est une entreprise responsable et on aspire à devenir une entreprise régénérative. Donc, vous l'avez très bien décrit. Vous avez dit, effectivement, c'est pas seulement réduire les impacts négatifs, c'est aussi également maximiser les impacts positifs. Alors, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres, parce qu'il est vrai que quand on œuvre dans l'industrie qui est la vôtre, l'industrie de l'hospitalité, dont le but premier, on va pas se mentir, est a priori de maximiser le taux de remplissage de vos lieux de réception, de ce que vous appelez vos maisons. Il y a une question que je me pose qui est comment concrètement chez Château Forme on switch d'un modèle dit responsable à ce fameux modèle régénératif qui maximise les impacts positifs. Alors, c'est une bonne question, très bonne. On est en cours justement sur ces sujets-là. Donc, effectivement, l'idée, quand on devient société à mission, c'est de maximiser ses impacts positifs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je passe le message en interne. Et l'entreprise à visée régénérative, ça va même au-delà de la mission, puisque l'idée, c'est d'avoir un impact positif net. Donc, c'est pas juste d'avoir maximisé ses impacts positifs, ça veut dire c'est aussi avoir réduit ses externalités négatives au seuil incompressible. Donc, c'est pas facile. L'idée, en plus, c'est de faire les deux en même temps. Mais effectivement, la première chose, donc, c'est de réduire ces externalités, donc d'identifier au niveau d'un périmètre nous, en l'occurrence, on a choisi de l'expérimenter au niveau d'une maison. Mais c'est donc de réduire, d'identifier toutes les externalités négatives qu'on a. Donc, en l'occurrence, pour nous, ça va toucher évidemment aux émissions de gaz à effet de serre, liées à l'activité, liées au déplacement, liées au chauffage, l'électricité, tout ça. Et les déchets, qui font, c'est une grosse partie de nos impacts négatifs. Après, il y a d'autres choses qu'on peut regarder. Donc ça, d'une part, réduire les externalités négatives. D'autre part, maximiser les impacts positifs en repensant le rôle qu'on veut avoir vis-à-vis de notre écosystème vivant, humain et non humain. Donc là, ça veut dire s'ancrer au niveau d'un territoire, bien le comprendre, bien identifier les besoins des parties prenantes du territoire pour pouvoir se poser la question de qu'est-ce que nous, on peut apporter, qu'est-ce que notre présence apporte à ce territoire et qu'est-ce qui manquerait si on n'était pas là. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on commence à aborder la question du régénératif. D'accord. Alors, en parlant de territoire, vous avez un terrain de jeu superbe, qui est un peu votre laboratoire, si vous me permettez l'expression, qui effectivement, vous l'avez cité, la maison de Ronqueux, en l'occurrence dans les Yvelines. C'est un de vos projets phares. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi c'est d'ailleurs un symbole de votre transition vers ce modèle régénératif dont vous avez parlé? Qu'est-ce que vous y faites? Quelle est l'ambition là-bas? Et est-ce que l'ambition, c'est justement que ce laboratoire serve aux 70 autres maisons de Château Forme un petit peu partout dans les différents territoires? Et si oui, comment vous faites? Alors, le projet Régène Ronqueux, puisqu'on on a renommé un petit peu le lieu en ajoutant ce préfixe Régène, il a pour ambition, effectivement, d'être le laboratoire à visée régénérative de Château Forme. Et l'idée, c'est dans cette maison, de pousser les curseurs de la mission le plus loin possible et au-delà. Et donc, effectivement, en poussant tous les curseurs au-delà du maximum qu'on aurait pu imaginer, on devrait aller vers quelque chose de régénératif. Alors, les engagements qu'on a pris dans cette maison, il y en a 3. Le premier, c'est créer les conditions de la connexion avec le vivant, avec soi et avec les autres. Donc, on veut vraiment que nos participants ressentent cette connexion qui se crée, ce lien. Et ça veut dire aussi prendre le temps de faire un séminaire un petit peu différemment pour avoir ce temps de connexion, ces moments de balade dans la nature, de rencontres dans les serres avec notre maraîchère, par exemple, qui explique ce qu'elle fait, comment son rapport au sol, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième objectif, c'est proposer des rencontres bas carbone et ambition zéro déchet. Donc là, on est clairement dans la réduction des externalités négatives, rien de plus. Et puis, le troisième objectif, et là, on est de l'ordre du régénératif, c'est créer des relations vivifiantes avec nos parties prenantes, donc l'ensemble de nos parties prenantes, pour révéler les singularités créatrices de valeurs écologiques, sociales et économiques. Et donc là, on est dans une connexion avec le territoire. C'est là que ça commence à finalement un petit peu changer par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce que là, l'idée, c'est de vraiment repenser notre place dans le territoire et ne plus être juste un lieu d'accueil, mais un lieu de connexion, de création de liens et d'ouverture. L'idée, c'est d'être un laboratoire. On n'a pas envie de dire qu'on va changer et qu'on invente le Château Forme de demain parce qu'on ne sait pas. Le principe du régénératif, c'est qu'on est en test and learn. On ne peut pas savoir à l'avance les impacts qu'on veut avoir. On ne sait pas
qui on va rencontrer. Chaque territoire a sa réalité. Et donc, c'est très dur de savoir, de pouvoir dire que ce qu'on fait là à Ranqueux va être duplicable partout. Peut-être qu'un jour, ça va inspirer tout le monde. Mais pour l'instant, voilà, on se dit, on teste une approche qui est nouvelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience aujourd'hui sur le régénératif et surtout sur la transformation d'un modèle classique vers le régénératif. Donc là, l'idée, c'est d'expérimenter. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font à Régène-Ranqueux dans cette ouverture sur le territoire. Par exemple, les talents ont pris contact avec le centre de loisirs du village d'Acossé pour imaginer une activité pour les enfants où ils viendraient faire des plantations dans les serres et qui pourraient revenir pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc apprendre des choses comme ça. On a fait des liens, on a créé des liens avec un foyer pour adultes autistes juste à côté de la maison et on est en train de se dire qu'on pourrait peut-être les recevoir pour qu'ils puissent profiter du parc. Ou même pour certains travailler dans l'équipe. Donc ça voudrait dire aussi repenser notre manière d'organiser le travail, parce que forcément, des personnes autistes vont pas forcément pouvoir prendre une fiche de poste telle qu'elle et la dérouler, mais il va falloir adapter les tâches. On a développé un partenariat avec une distillerie locale, où l'idée c'est que c'est quelqu'un qui fait des rhums arrangés, et donc on pourrait proposer des rhums arrangés à base de fruits de dessert. On est aussi en train de développer un partenariat avec une petite entreprise locale qui fait des sirops. Et pareil, ils pourraient peut-être inventer le sirop de la maison. Donc voilà, il y a plein de choses. Et surtout, ce qui est incroyable, et c'est quand on parle du régénératif, souvent, on entend parler du tic-tac-boom. Tic, c'est réduction des externalités. Tac, c'est justement cette ouverture, repenser son modèle. Et le boom, c'est les surprises qu'on a. Et typiquement, une surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a une association d'agroforesterie qui nous a appelés pour nous demander de l'aide et des bras parce qu'ils ont un projet justement de plantation de haies. Et on se retrouve à aller aider pour planter des haies juste à côté, en fait. Et ils nous ont dit, est-ce que vous n'avez pas des participants qui voudraient venir aider ? Et donc là, ça nous invite à repenser le rôle du séminaire. C'est-à-dire que ceux qui viennent faire leur séminaire à Régène-Ranqueux pourraient, grâce aux connexions qu'on va avoir eux aussi un impact positif au niveau du territoire où nous sommes implantés. Alors ça, c'est hyper intéressant et ça nous intéresse sur Capital Social parce que quand on vous écoute, on sent que ce laboratoire qui est Régène-Ranqueux invite quelque part à la transformation de votre business model, même si on est sur du test and learn. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous passez d'un business model potentiellement où le sujet, c'est entre guillemets vendre des séminaires dans des lieux incroyables que sont vos écrins, que sont vos maisons, à, vous l'avez très bien décrit, quelque part, proposer des expériences avec, vous le direz mieux que moi probablement, mais du contenu en fait, déclinable à l'infini en fonction de vos différents partenaires locaux. Et ça, c'est intéressant parce que vous passez d'un business model d'un lieu à une expérience. Donc, ça change beaucoup de choses en termes de talent, en termes de parties prenantes, en termes de comment vous créez la valeur, comment vous la capturez, comment vous la redistribuez. Et ça nous intéresse. Comment vous voyez les choses, du coup, vous, de votre point de vue ? Est-ce que c'est une transformation complète du business model ? Et si oui, comment vous appréhendez les choses ? Alors, est-ce que c'est une transformation complète du business model ? C'est un peu la question qu'on se pose. Alors oui, il va falloir qu'il évolue. En fait, ce qui est intéressant et en même temps très difficile avec le régénératif, c'est qu'il n'y a pas un business model régénératif. C'est par rapport au lieu où on se trouve que des opportunités vont se créer et qui vont nous obliger, ou en tout cas nous inviter à repenser le modèle. Donc, typiquement, quand on a commencé à réfléchir au sujet, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait des personnes du territoire qui auraient besoin de nos participants pour venir les aider. Et donc là, on est en train de se dire, oui, en fait, un séminaire peut être à impact, et si on veut faire un séminaire à impact, on peut, c'est ce qu'on va pouvoir proposer. Mais du coup, si on propose un séminaire à impact, comment on le commercialise ? Qu'est-ce qu'on raconte aux clients ? Comment on s'intègre aussi en amont de son séminaire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est l'écrin, nos clients peuvent nous appeler, ils ont déjà leur programme conçu, et puis nous, on vient juste être le lieu d'accueil, et c'est ce qu'on sait très bien faire. Mais là, l'idée, c'est comment
on remonte un peu plus tôt dans le parcours du client en lui proposant, en étant force de proposition sur le contenu, avec donc soit des activités à impact au niveau local. Donc pour l'instant, on en a identifié quelques-unes, mais ça va aussi se construire avec le maillage qu'on va faire au niveau du territoire, soit aussi avec un catalogue qu'on a déjà constitué, avec des activités de reconnexion à soi, aux vivants, aux autres, et autour de la transition écologique, où là, on est, même si on n'est pas dans l'impact positif direct, on a quand même une action de sensibilisation, d'ouverture, de réflexion sur les sujets de transformation. Donc oui, on est en train d'apprendre en marchant à faire évoluer notre modèle. On voit aussi il y a certaines organisations qui ne seraient pas nécessairement venues chez nous pour faire leur séminaire parce que ils n'avaient pas forcément identifié notre niveau d'engagement et qui là, en entendant parler de Régène Ronqueux, trouvent le lieu complètement aligné avec leurs enjeux. Donc, on a eu la chance d'accueillir Pionnier dans l'âme ou Pionnier pour demain. J'ai un doute maintenant, j'ai très honte de ne pas me rappeler du nom, mais en tout cas, un programme de transformation pour les leaders et pour les dirigeants. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et on est vraiment ravis parce qu'en fait, ces clients-là qui sont dans la transformation, non seulement on est ravis de savoir qu'ils sont satisfaits quand ils viennent chez nous, mais surtout, ils nous nourrissent en fait et ils nous apportent beaucoup et ils font évoluer avec nous le modèle. Et c'est ce qu'on attend aussi, c'est que nos clients ils soient partie prenante de ce projet, pas juste parce qu'ils payent un séminaire, mais parce qu'ils vont apporter une expertise, une sensibilité, et on se rend compte qu'en discutant avec eux, il y a plein de choses qui émergent. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça devient un vecteur de désirabilité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi... c'est intéressant ce que vous dites, vous passez d'être simple, entre guillemets, hébergeur à presque éditorialiste de contenu, quelque part, et ça génère une désirabilité pour la marque, pour le lieu, pour l'expérience, en fait, que vous générez. Je reviens sur ce que vous avez dit au début de ce podcast, vous parliez de modèle de gouvernance, de pyramide inversée, et je trouve que la maison Régène Ronqueux le traduit bien, parce que quelque part, vous dites c'est hyper important de s'appuyer en fait sur les parties prenantes locales, sur le système et l'écosystème local. Ça se traduit, entre autres, parce que vous avez tout à l'heure très bien dit, une grande confiance accordée aux maîtres de maison à qui vous laissez une très large autonomie pour gérer leur site comme ils l'entendent, dans le respect de la philosophie globale. Pour reprendre vos mots, quel rôle joue la gouvernance dans cette transformation justement dont on est en train de parler vers un modèle régénératif? Est-ce que pour vous, en d'autres termes, c'est un facteur clé de succès, justement, cette décentralisation, si on devait la dénommer d'une autre façon, et cette capacité que chaque maison a à tisser des liens avec ses parties prenantes locales? Est-ce que c'est vraiment le facteur clé de succès, en fait, d'un modèle régénératif? Alors, totalement, et pas que d'un modèle régénératif, même à mon sens, même d'une démarche RSE incarnée, d'une mission incarnée. Clairement, au début, quand je suis arrivée, moi, je venais d'une entreprise classique où c'était plutôt descendant, on va dire. Et quand je suis arrivée, c'était un peu dur pour moi parce qu'en fait, comme je suis fonction support, je suis au service des maisons. Donc, je ne pouvais pas leur dire, voilà, à partir de maintenant, voilà la politique, c'est comme ça, on déploie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il fallait faire naître chez eux l'envie, la motivation et aussi comprendre leurs spécificités. Puisque d'une maison à l'autre, il va y avoir des personnalités différentes, des enjeux qui peuvent être différents au niveau du territoire, ou en tout cas, des manières d'aborder le sujet qui vont être différentes. Et donc, effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche et qu'on voit des trucs super éclore dans beaucoup de nos maisons, quasiment, enfin dans toutes nos maisons en fin de compte, c'est parce que chaque équipe a pris le sujet par un prisme parfois différent, en tout cas qui est vraiment incarné, qui correspond à la spécificité de l'équipe. Et on voit là, au-delà de Régène Ronqueux, dans une autre maison, je voyais ça ce matin sur LinkedIn, une maison qui était heureuse d'annoncer qu'ils avaient organisé un atelier dans le parc du château, donc c'est à Crécy-la-Chapelle, où le régisseur, donc ils ont un régisseur qui est passionné de biodiversité et qui est un expert en fait de la biodiversité, qui a fait un atelier pour les enfants du village de Crécy-la-Chapelle. Et donc on voit plein d'enfants en plus courir dans le parc, faire des activités, aller chercher je sais pas quoi. Et c'est très beau en fait. Et ça, je veux dire, ça leur a jamais été demandé par quiconque de la direction. C'est juste...
ils sont ancrés dans le territoire, ils aiment créer des liens, ils ont probablement, je ne sais même pas s'ils ont un enfant à l'école déjà ou pas, mais en tout cas, voilà, ils sont au contact du village et ils ont envie d'ouvrir les portes. Et on voit plein de choses comme ça, des artistes, c'est vrai que souvent il y a des écoles qui viennent, mais on peut aussi avoir des personnes âgées, enfin, il y a plein de choses qui existent et ça vient de cette grande liberté qui est donnée. Ce sujet RSE, mission, impact, tout ça, il est tellement vaste. Il y a tellement de manières, en fait, d'incarner ces sujets, les porter, qu'on peut choisir le bout qui nous plaît. Franchement, il y en a qui vont être sensibles à la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui ont mis des partenariats avec Too Good To Go. Et du coup, c'est une manière de créer du lien aussi avec le territoire. Il y en a qui sont plus sensibles à des sujets autour du handicap, donc ils vont nouer des liens avec des ESAT locaux. Il y a plein de choses à faire et c'est ça qui est passionnant. Mais effectivement, ça nécessite de laisser de la liberté, d'accepter de ne pas tout contrôler, de aussi parfois accepter de laisser certains indicateurs de côté parce qu'en fait, dès lors qu'on laisse la possibilité et le champ libre, c'est plus dur de suivre les indicateurs parce qu'il y en a dans tous les sens et il y a des initiatives dans tous les sens. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est la maximisation de l'impact. Et donc justement, cette roue de l'impact dont je parlais au début, elle permet de les guider. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qu'il faut faire des actions comme ils veulent pour maximiser au moins un de ces impacts. Bon, généralement, ils en choisissent plusieurs. Génial. Donc la chaleur ajoutée à plusieurs facettes. Comme voilà, oui, bien sûr. Alors, vous parlez d'indicateurs, justement, c'est intéressant parce que malgré tout, dans les modèles, on regarde quand même certains indicateurs. Je sais que chez vous, vous êtes très attaché à la satisfaction client et c'est bien normal. Dans un modèle régénératif, alors, est-ce qu'on doit se détacher complètement, tel que vous venez de le dire, de tous les indicateurs ou est-ce qu'il y a certains indicateurs qu'on doit suivre? L'impact, vous en avez parlé. Et si oui, c'est quoi les indicateurs? Vous dites, en fait, on aura réussi chez Régène Ronqueux ou dans une autre maison. Si on a réussi à remplir quel indicateur? Alors, pour l'instant, on n'a pas craqué le sujet des indicateurs. C'est franchement pas simple parce que, en fait, on n'a pas envie de se fixer des indicateurs a priori. C'est-à-dire que ce qu'on veut déjà, c'est bien comprendre notre écosystème, bien comprendre les besoins de l'écosystème, voir comment on peut y répondre, mettre des choses en place et ensuite, une fois qu'on aura des actions qui tiennent la route et qui nous semblent être les bonnes pour maximiser ces impacts, on pourra commencer à compter le nombre de séminaires à impact qu'on a fait, le nombre d'activités comme ci ou comme ça. Mais d'abord, il faut réfléchir aux impacts recherchés, il faut identifier les actions associées, il faut les mettre en œuvre, les éprouver et ensuite on se met à compter. Mais si on se met les indicateurs a priori, on va se mettre des lunettes d'indicateurs et on risque d'oublier de regarder à côté ou parfois, pire, perdre le bon sens. Et on en a fait les frais quand tout au début du projet, on s'était fixé certains indicateurs et en fait, on s'est engouffré dans quelque chose qui nous a fait perdre notre bon sens. Donc, on s'est dit, en fait, c'était pas le bon indicateur. Donc, on arrête pour l'instant et on y reviendra quand on sera plus au clair sur tout ce qu'on cherche. Parce que vous preniez des indicateurs classiques, c'est plus pour ça ou parce que du coup, vous perdiez le sens du projet de se dire finalement, ce fameux tic-tac-boom qu'on doit faire, il ne requiert pas d'indicateur au début Je voudrais revenir volontairement sur ce que vous disiez, on avait choisi les mauvais indicateurs où on perdait le sens. Si vous pouviez donner un learning en fait aux auditeurs et aux éditrices, ce serait quoi? Se dire, vous fixez pas sur ça parce que dans notre cas précis, ça n'a pas marché ou dans notre cas précis, en fait, ça fait perdre la valeur de ce qu'on recherche sur tel ou tel projet, finalement. Ouais, alors en fait, c'est, par exemple, là en l'occurrence, l'exemple, c'était sur le handicap, sur l'inclusion. Sur l'inclusion, on s'était appuyé sur des indicateurs qui existent et on s'était dit, en fait, sur l'inclusion, il faudrait qu'on choisisse soit le pourcentage de talents en situation de handicap dans l'équipe, soit le nombre de fournisseurs du secteur, de l'insertion. Et donc, on hésitait entre les deux. Et en fait, donc à un moment, je sais même plus, je crois qu'on a décidé de suivre. Alors, on a décidé de suivre le pourcentage de travailleurs handicapés dans l'équipe. Et on s'est dit, objectif 10%. Et donc, on était fixé sur ce truc de 10%, sauf qu'en parallèle de ça, on travaillait quand même avec des ESAT. Et donc, en fait, on se disait, oui, mais en fait, on regarde plus tout ce qu'on fait avec les ESAT parce qu'on est focalisé sur nos talents, mais en fait, on n'arrive pas à atteindre le 10%. Pourquoi? Parce que notre équipe, elle est déjà constituée. On ne va pas virer des gens, certes pas handicapés, mais on ne va pas les virer
pour remplacer par des personnes en situation de handicap. Ça n'a pas de sens. On est volontaire pour embaucher des personnes soit en situation de handicap, soit en réinsertion, enfin peu importe. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé grâce à des connexions qu'on a eues avec le territoire. On a des très belles histoires. Mais en fait, on était trop bloqués là-dessus. Et donc, en fait, on oubliait tout ce qu'il y avait à côté. C'était comme si c'était pas important. Donc, on s'est dit, bon, non, le sujet, c'est l'inclusion. Donc, on va faire et les ESAT et les personnes dans l'équipe en situation de handicap. Et si on n'arrive pas aux 10%, c'est pas grave, parce que à côté, il y a d'autres manières de faire de l'inclusion. Je comprends. Donc en fait, voilà, c'est ça. Et de manière générale, sur l'inclusion, très souvent, on prend le sujet du handicap, mais il n'y a pas que ça dans l'inclusion. Totalement. Et justement, en détachant de cet objectif, on a finalement recruté une personne qui est en demande d'asile, qui vient d'avoir son asile. Et en fait, voilà, on ne l'avait pas prévu. Et si on était resté bloqué sur ce sujet du handicap, on n'aurait pas été voir d'autres formes d'inclusion et on n'aurait pas eu accès à cette association, etc. Donc, c'est pour ça, parfois, les indicateurs font qu'on se met des œillères et qu'on est focalisé sur ces indicateurs et on ne regarde pas finalement les autres impacts positifs qu'on pourrait avoir, ou en tout cas, voilà, on les dans une logique systémique, ouais. Exactement. Tout à fait. Alors ça, c'est intéressant. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, que si je prends un peu de recul volontairement depuis le début de cet entretien, c'est vrai qu'ici, au micro de Capital Social, on a toujours reçu jusqu'à présent ce que j'appelle volontairement des pure players, c'est-à-dire des gens qui sont nés, entre guillemets, durables. Je pense notamment à Damien Duquesne de Naissance, qu'on a reçu à ce micro, ou encore à Blandine Mercier de Hello Masters. Leur entreprise, je vais dire, ou leur solution était née durable. Et c'est pas le cas pour Châteauforme. Vous êtes responsable, vous ambitionnez de devenir régénératif, mais si vous me permettez l'expression, vous venez d'une industrie qui, a priori, est plutôt traditionnelle. Et donc, forcément, l'innovation en business model, on en a parlé tout à l'heure, est plus complexe. C'est quoi, selon vous, les facteurs clés de succès pour assurer une transition réussie quand on vient d'une industrie qui est plus dite traditionnelle? Si vous deviez partager un apprentissage clé ou un déclic de ce que vous avez pu retenir, on va dire, dans le chemin de la transition sur lequel vous êtes aujourd'hui, ce serait quoi cet enseignement? Alors, moi, je dirais qu'il y en a trois enseignements. Le premier, c'est la nécessité, l'importance de se former et de s'informer en permanence. En fait, le modèle régénératif, il est quand même assez nouveau. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont, d'entreprises qui sont déjà régénératives. Ça bouge. Il y a beaucoup de matières, en fait, qu'il faut appréhender. C'est quand même pas très, très facile à comprendre. Même si c'est du bon sens, c'est tellement pas la manière dont on a été habitué à penser et à laquelle on a été formé dans les écoles de commerce ou les écoles classiques, que ça nécessite de tout le temps se recoller et d'avoir des garde-fous aussi, parce que sinon on retombe dans nos biais. Mais même sans le vouloir, même avec la meilleure volonté du monde, on retombe dans les biais classiques. Et donc voilà, donc avoir des garde-fous et se former, s'informer en permanence. Ça, c'est le premier enseignement, parce que pour le coup, on est tombé dans le piège nous-mêmes. Le deuxième, c'est assumer le côté R&D. Le côté test and learn. On ne sait pas, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Et on sent bien que c'est une approche qui est cohérente, qui pourrait répondre aux enjeux des limites planétaires dépassées, etc. Mais en même temps, on n'est pas sûr et certain que ça va marcher. Voilà, accepter, de tester, d'avancer, de reculer et peut-être que ça se plante. Et c'est pas parce qu'on se plantera à un endroit, à un moment, que à un autre endroit, ça marchera pas. Donc voilà, le faire en humilité et accepter cette approche R&D. Et puis, le dernier enseignement, c'est s'entourer, avoir une stratégie des alliés en interne et en externe. C'est-à-dire que, en fait, il y a 1000 raisons pour ne pas y aller. pour arrêter. Franchement, il y a des moments, on peut se sentir seul quand on est dans ce projet-là, surtout quand l'entreprise, elle va bien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est notre cas, nous, l'entreprise, elle va bien. Donc, elle n'a pas vraiment de raison d'y aller en soi, si ce n'est cet engagement sincère. Mais je veux dire, franchement, c'est quand même un peu prendre un risque. Alors certes, on se dit que c'est l'avenir, qu'on y croit, que c'est nécessaire, que c'est l'impact qu'on veut avoir. Mais en soi, à court terme, si on avait une vision court terme, on pourrait continuer business as usual. Et donc, décider d'y aller, ça nécessite d'être convaincu.
d'embarquer l'écosystème, donc avoir des alliés aussi dans l'entreprise qui y croient, des sponsors évidemment, et puis aussi une stratégie des alliés à l'extérieur de l'entreprise, parce que quand même, quand on prend ce genre de risque, on a besoin d'être rassuré, de se dire je suis pas tout seul, il y a des clients qui me suivent, il y a des partenaires, il y a d'autres personnes de l'impact qui y croient et qui vont me donner des conseils et qui vont mettre de l'eau un petit peu à ce moulin. Donc voilà un peu les 3 enseignements que je retire. Parfait. Alors, cet entretien va toucher bientôt à sa fin. Je voudrais terminer en ouvrant un peu sur une question un peu plus large. On est en 2025, on est 10 ans après l'accord de Paris sur le climat. Il y a Change Now qui a eu lieu il y a pas si longtemps que ça à Paris. Et d'ailleurs, l'événement a clairement mis l'accent, on va dire, sur l'importance d'agir et vite. Faut dire que dans un contexte géopolitique assez inédit où, en plus, la crise économique bat son plein et où... malheureusement, la RSE rétrocède outre-Atlantique. Comment, vous, chez Château Forme, vous voyez le futur ? Est-ce que tout cela, en fait, tout ce contexte a un impact sur votre politique RSE et la façon potentiellement dont vous communiquez d'ailleurs dessus ? En gros, quel est l'impact en fait de tout ce contexte qui vous entoure, puisque le contexte étant important, l'écosystème étant important, je me demande si finalement est-ce que ça impacte sur cette vision que Château Forme a, et si oui, comment, et sinon, comment aussi ? Alors, en fait, il n'y a pas d'impact véritable, puisqu'on le fait vraiment par conviction. Donc, en fait, déjà, on est société à mission, donc on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, c'est inscrit dans nos statuts, donc pas le choix. Non, blague à part, c'est vraiment une conviction. Et je me rappelle qu'en janvier, j'ai eu une discussion avec le directeur général de Château Forme, qui me disait, certains disent que c'est un effet de mode, donc pas de pause si on l'a fait par effet de mode, mais nous, on le fait par conviction, et donc on n'arrêtera pas. Et donc, clairement, on n'avait pas prévu d'arrêter, mais de toute façon, on voit bien que nos clients, ils n'ont pas non plus tellement prévu d'arrêter. Donc, finalement, on y va. On s'était préparé à la CSRD. Finalement, on s'est repoussé. Tant mieux, parce que du coup, ça nous permet de plutôt nous intéresser au régénératif, etc. Et en même temps, on a quand même décidé de poursuivre. Et tout ce qu'on avait initié, la matrice de double matérialité et le reporting, etc., on continue quand même d'avancer comme on l'avait prévu. Pour le coup, c'est géré par la direction financière, ce qui me va très bien. Mais du coup, non, voilà, nous, on n'a pas du tout prévu de changer de braquet. Donc, en fait, si je résume, il y a 2 grands piliers dans ce que vous dites. Il y a la vision, en premier, de vos dirigeants, en fait, et le fait que tout ça, vous vous lancez dans un modèle régénératif par vision. Et puis, un modèle qui le permet aussi, qui est ce fameux modèle humaniste, si vous me permettez, en fait, de résumer un peu le sujet. Claire, je tiens à vous remercier grandement pour cet échange passionnant, sincère et transparent, sans langue de bois, comme on aime bien chez Capital Social. C'était pour moi un véritable plaisir de vous avoir à notre micro. Et si je devais retenir 3 mots pour décrypter le business model vers lequel vous tendez, je dirais évidemment régénératif, humaniste et local. Claire, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe technique de One212 qui rend ce podcast possible. Et je vous donne rendez-vous dans un mois ou un petit peu plus pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup. Merci.